Donc mon propos s'articule essentiellement autour de la qualité de l'eau. Donc je suis contractuel d'un établissement public qui est l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Les agences de l'eau ont été créées par la loi sur l'eau de 1964, il y a presque 50 ans maintenant, dans un but à l'époque de répartir la ressource en eau entre les différents usagers. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne concerne 30% du territoire national et il est important à mon avis aujourd'hui de rappeler 3 principes fondateurs dans la création des agences de l'eau qui sont d'une part la gestion par bassin versant, donc un fonctionnement selon des limites hydrographiques. D'autre part, un autre principe qui est la solidarité de la communauté de l'eau, qui se traduit notamment par la création de ce qu'on appelle le comité de bassin, qui est un parlement de l'eau. Les agences de l'eau étant considérées comme le secrétariat des comités de bassin. Alors cette solidarité est une solidarité entre les usagers de l'amont et de l'aval, et puis entre les différents usagers de l'eau. Et puis, à l'époque aussi, l'idée était de commencer à créer un circuit financier dédié à la gestion de l'eau. Ce circuit dédié est certes imparfait, mais il a le mérite d'exister, si bien que les agences de l'eau sont des établissements financièrement autonomes qui collectent des redevances qui sont payées par les différents usagers de l'eau, et ces redevances sont redistribuées pour l'amélioration de la ressource en eau. Le comité de bassin est donc une particularité de la gestion de l'eau en France. Le comité de bassin Loire-Bretagne comprend 190 membres, dont le quart sont bretons. Alors la participation est un des éléments clés dans la gestion intégrée de la ressource en eau. La participation, c'est comme ça a déjà été dit précédemment, c'est entendre l'autre et surtout l'écouter et le comprendre pour construire ensemble. Puisque la différence de perception de la ressource en eau est très forte selon que on est un agriculteur, un industriel, un élu, une victime d'une inondation, un naturaliste ou tout simplement un promeneur du dimanche. Cette différence de perception génère bien des tensions entre les différents usagers, mais aussi au sein de chacun d'entre nous, par rapport à sa position de salarié, de père de famille, d'actionnaire, de contribuable, de citoyen ou de consommateur. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des lieux de discussion autour de la gestion de la ressource en eau. Alors, pour entamer dans le vif du sujet, parce que le temps m'est compté, je sais, et je compte sur la gardienne du temps pour me rappeler à l'ordre, juste une information sur la planification dans le domaine de l'eau, c'est quelque chose de très structurant. En 2000 est sorti un texte qui s'appelle la Directive cadre sur l'eau, ou DCE, ou WFD en anglais. Cette directive cadre sur l'eau concerne tous les États membres de l'Union européenne, et c'est une feuille de route jusqu'à l'horizon 2027. Donc en 2000 est sorti un cadre pour la politique de l'eau pour plus d'un quart de siècle. Donc c'est quelque chose de très structurant. La France a décidé d'utiliser, pour décliner cette directive cadre sur l'eau sur son territoire, d'utiliser des outils de planification qui existaient déjà et qui avaient été créés par la loi sur l'eau de 92, qui, elle, au contraire de celle de 64, visait non seulement à répondre aux différents usages de l'eau, mais aussi à avoir une vision écosystémique du sujet. Donc avec une vision beaucoup moins anthropocentrique et une vision beaucoup plus écocentrique, qui a trouvé son point sa culminance avec la directive cadre sur l'eau, qui, elle, pour le coup, est purement écocentrique. Donc, en France, des outils de planification ont été utilisés, qui existaient déjà. Le schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux, qui est réalisé à l'échelle des grands bassins, des grands territoires des agences de l'eau. Donc, il y en a 6 en France continentale. Et puis, à un niveau plus local, la déclinaison se fait à travers des schémas d'aménagement de gestion des eaux. Et puis ensuite, en termes d'action, les maîtres d'ouvrage, tous les maîtres d'ouvrage, sont, quels qu'ils soient, publics, privés, sont concernés et interviennent sur les actions. Alors juste en matière de lieu de concertation, puisque c'est quand même un des éléments clés de la gestion de la ressource en eau, le schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux travaille avec le comité de bassin et le schéma d'aménagement et gestion des eaux, le SAGE, travaille à l'échelle d'une commission locale de l'eau ou d'une clé. Et il y a pas mal de représentants de commissions locales de l'eau dans la salle d'ailleurs. La carte de France, qui est en bas à droite, vous présente l'état d'avancement des SAGE au niveau de la France continentale. La Bretagne est une des régions qui est totalement couverte par des SAGE, à des niveaux différents d'avancement. Alors, on voit d'ailleurs sur cette carte, ce qui est assez curieux, c'est une très forte présence de SAGE, plutôt dans la partie ouest de la France. Alors, la directive cadre sur l'eau
propose différents objectifs. Je vais en citer seulement 2 qui sont importants. C'est la notion de non-détérioration de la qualité des eaux. C'est comme si aujourd'hui on avait un patrimoine eau qu'il convient de préserver, de ne pas détériorer. Alors ça implique tout un tas de conséquences en matière de développement économique, d'aménagement du territoire. Puis un autre objectif aussi qui mérite d'être rappelé, c'est peut-être le plus médiatisé de la directive 4 sur l'eau, c'est la notion d'atteinte d'un bon état des eaux en 2015. Cette notion de bon état des eaux en 2015 est quelque chose de très structurant pour la suite de mon propos. Alors, le SDAGE, schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux, pour le territoire Loire-Bretagne, pour la période 2010-2015, propose des objectifs qui sont directement issus de la directive 4 sur l'eau. Ces objectifs sont de dire, en 2015, 61% des masses d'eau, ça c'est la traduction française de l'anglicisme water body, des masses d'eau, que ce soit des eaux continentales, des eaux saumâtres, salées, souterraines ou superficielles, 61% des masses d'eau atteindront le bon état en 2015. Ça c'est le pari du bassin Loire-Bretagne, qui a été, je dois l'avouer, amplifié par les discussions du Grenelle 1, qui ont porté une partie des discussions portées sur ce sujet très précis. Alors cet objectif est très variable selon la situation des départements. J'ai juste 2 exemples ici. Par exemple, dans le Finistère, le pari qui est fait, c'est de dire en 2015, 80% des masses d'eau devraient atteindre le bon état. Les Côtes d'Armor seraient plus à 60% des masses d'eau devraient atteindre le bon état. Et en Ille-et-Vilaine, l'objectif est moins ambitieux. Donc voilà les objectifs. Alors où est-ce qu'on en est? Alors les objectifs, je vais vous montrer une carte où en bleu vous verrez les masses d'eau sur lesquelles le bon état devrait être atteint en 2015 et en vert les masses d'eau sur lesquelles le bon état ne devrait pas être atteint en 2015. Donc on demande un report de délai. Le bon état serait atteint en 2021-2027, voire un report d'objectif. La Commission européenne retient 3 raisons pour justifier un report de délai ou un report d'objectif. Une faisabilité technique difficile, une inertie du milieu, c'est flagrant pour les eaux souterraines, par exemple, où des actions mises en œuvre portent leurs fruits pas mal de temps après. Ou alors, et c'est là la décision politique possible, la notion de coût disproportionné. Bon, voilà le pari du SDAGE sur le territoire, le bassin de la Vilaine et les cours d'eau côtiers bretons, où on voit sur cette carte que la situation semble beaucoup plus optimiste sur la partie ouest, à l'ouest d'une ligne Saint-Brieuc-Vannes, que sur la partie est dans le bassin de la Vilaine. Et sur cette carte, vous voyez également l'ensemble des masses d'eau superficielles, avec des cours d'eau, des plans d'eau, les petits triangles, des estuaires, des étoiles et des eaux littorales. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est très difficile de qualifier la qualité d'un cours d'eau pour les raisons que j'évoquais tout au début, par rapport à cette nécessité de concertation, selon qu'on veut produire de l'eau potable, abreuver ses animaux ou recevoir les rejets d'une station d'épuration. Donc, une méthode est proposée qui est certes imparfaite, mais qui a le mérite de commencer à intégrer différents éléments, que ce soit des éléments physico-chimiques, des éléments biologiques ou des éléments morphologiques, c'est-à-dire la notion d'habitat, l'hospitalité d'un cours d'eau, la capacité d'un cours d'eau ou d'un écosystème aquatique d'offrir à une espèce la possibilité de se reproduire, de se développer, de chasser, de se cacher tout au long de son cycle de vie. Donc ce système est certes imparfait, mais il permet de commencer à intégrer toutes ces visions qui autrefois étaient beaucoup plus sectorielles. On parlait de nitrates, on parle de pesticides, etc. Là, l'idée est de pouvoir intégrer, de commencer à intégrer des éléments, pas tous les éléments, constitutifs d'un écosystème aquatique. Alors, les éléments, la définition de cet état écologique figure dans un arrêté du 25 janvier 2010, qui est extrêmement précis, extrêmement complet, qui donne des grilles, des seuils, pour savoir quand est-ce qu'on est en bon état, quand est-ce qu'on n'est pas en bon état. Alors, le bon état des eaux de surface est décliné sous 2 formes. On parle d'un état écologique et d'un état chimique. Cet état écologique, vous avez sur cette image les 5 couleurs très classiques, les codes couleurs très classiques désormais de la qualité des eaux. Pour la directive 4 sur l'eau, les cours d'eau doivent être bleus ou verts, pour simplifier, c'est-à-dire on peut être très bon ou bon. Alors on va regarder quelques résultats, déjà à l'échelle de l'Union européenne. Donc voilà une carte qui présente l'état écologique des cours d'eau de l'Union européenne. Alors cette carte est intéressante parce qu'elle montre un cœur de l'Europe, le Benelux et l'Allemagne, avec une situation qui n'est pas très favorable, avec beaucoup de rouge et peu de bleu et de vert. En revanche, une situation beaucoup plus favorable
pour Malte avec peu de masse d'eau, et pour la Suède, la France étant typiquement dans la moyenne de l'Union européenne. Alors, je vais vous montrer sur un petit graphique le classement des pays de l'Union européenne, et vous voyez au milieu du tableau, la France, avec ses 11 000 masses d'eau, qui a une situation tout à fait comparable à la moyenne européenne. Donc avec une quantité de masse d'eau qui serait en bon état aujourd'hui de l'ordre de 40% sur le territoire national. Qu'est-ce qu'il en est sur le bassin Loire-Bretagne? Voilà une carte du bassin Loire-Bretagne qui couvre donc 30% du territoire national, des sources de la Loire au Mont-Gerbier-de-Jonc jusqu'à la pointe Saint-Mathieu. Le bassin Loire-Bretagne est découpé en 6 sous-commissions, qui permet de justifier les camemberts qui apparaissent sur cette carte. Alors, ce qui est intéressant sur cette carte, c'est un petit peu de dissonance cognitive, hein, comme disent les pédagogues, sur la position de la Bretagne par rapport au reste du bassin Loire-Bretagne, où là, la Bretagne serait plutôt en milieu de peloton par rapport au Limousin, à l'Auvergne, mais bien en avance par rapport à des régions comme la Vendée, la Loire inférieure, comme on disait autrefois, ou le bassin de la Sarthe et de la Maine. Une petite carte avec... Alors vous voyez sur cet état écologique, bien sûr, cette ligne toujours Saint-Brieuc-Vannes qui coupe la Bretagne en deux. Alors c'est la même carte, mais avec une autre notion, ce sera peut-être la dernière notion théorique que je vais vous présenter aujourd'hui, sur la notion de niveau de confiance. Pour pouvoir qualifier un écosystème ou un cours d'eau, on a besoin de beaucoup de données. Des données sur la physico-chimie, sur les indicateurs biologiques, des données qui sont coûteuses, longues à acquérir, donc ces données ne sont pas disponibles partout. C'est pour ça que cette notion d'indice de confiance a été créée. Quand l'indice de confiance est élevé, les données dont on dispose sont suffisantes pour dire, je peux dire avec un peu de certitude la qualité de l'eau, et quand le niveau de confiance est faible, je doute vraiment beaucoup et faites attention à mes résultats. Sur cette carte sont positionnés juste les cours d'eau dont l'indice de confiance est élevé à moyen. Donc on voit toujours la même répartition, mais là les résultats sont considérés comme beaucoup plus fiables. Alors voilà la même carte pour les plans d'eau, où là la situation en revanche est très pessimiste, très pessimiste sur l'ensemble du bassin de Loire-Bretagne. On voit la Sologne et l'Auvergne qui se détachent, mais en Bretagne, une situation très, très difficile pour le moment. Pour les eaux littorales, voilà la carte de la qualité des eaux littorales, la carte de la qualité écologique des eaux littorales au jour d'aujourd'hui à partir des données dont on dispose. Donc, je vous rappelle, un bleu-vert, on est bon. Le phénomène marée verte apparaît beaucoup sur cette carte et impacte beaucoup les résultats sur la qualité des eaux littorales, bien évidemment. Donc voilà une carte de synthèse qui est disponible sur le site internet de l'Agence de l'eau. Sur cette carte, il y a beaucoup d'informations. Vous avez en gris sur le fond l'objectif, l'échéance pour atteindre les objectifs qu'on s'est donnés, donc l'échéance 2015, 2021 ou 2027, la qualité des cours d'eau, des eaux littorales, des plans d'eau, etc. Et puis cette notion d'indice de confiance selon le figuré du cours d'eau. Bon, c'est une carte assez complexe, mais qui est riche d'informations. Pour les eaux souterraines, on parle d'état quantitatif, avec un équilibre entre les prélèvements et la recharge des nappes, et d'un état chimique, entre les nitrates, qui est surtout basé sur les nitrates et les pesticides. Là, la situation est beaucoup plus simple, c'est binaire, on est bon, on est mauvais. Alors, voilà la carte du bassin Loire-Bretagne, avec, pour le coup, en vert le bon état, en rouge le mauvais état, pour l'état chimique des eaux souterraines. Les paramètres les plus déclassants étant bien sûr les nitrates, et puis toute une flopée de pesticides. Pour le territoire qui nous concerne, qui inclut le bassin de la Vilaine et les cours d'eau côtiers bretons, voici la répartition des chiffres. Ce qu'il faut retenir, et le chiffre à retenir aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, 35% des masses d'eau seraient en bon état écologique. Et parmi les masses d'eau qui ont un objectif 2015, c'est-à-dire notre cible prioritaire, aujourd'hui, 55% des masses d'eau seraient en bon état écologique. Donc la marche à parcourir est encore importante et il y a encore beaucoup de travail à mener. Alors juste un exemple pour le bassin de la Vilaine. Excusez-moi, je reprends encore celui-là, mais c'est qu'il est très emblématique par rapport à son état et au nombre de masses d'eau, puisqu'il y a presque 150 masses d'eau sur le bassin de la Vilaine. Aujourd'hui, il y en aura un petit peu moins de 15% qui sera en bon état, et lié notamment à des problèmes d'indicateurs biologiques. Donc là, c'est pour le coup la morphologie du cours d'eau,
et une richesse en phosphore et des problèmes de saturation d'oxygène, enfin tout un tas de problèmes qui sont difficiles à résoudre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de masses d'eau sur le bassin de la Vilaine qui avaient un report de délai d'atteinte de bon état à 2021 ou 2027. Donc voilà, ce chiffre à retenir pour Vilaine et le bassin de la Vilaine et les cours d'eau côtiers bretons, 55% des masses d'eau, à objectif 2015, sera en bon état écologique aujourd'hui. L'état chimique, 41 substances dans l'état chimique, avec beaucoup de pesticides notamment. Cette liste de substances devait être revue en 2006, 6 ans après l'apparition de la directive cadre. Elle n'a pas été revue. La liste est sous le coude parce qu'elle est assez lourde de conséquences financières pour certains. Et c'est pour ça qu'il est très difficile de faire sortir la nouvelle liste qui contient des molécules qu'on connaît bien et qu'on trouve beaucoup dans les eaux. Donc pour le moment, on est toujours sur cette liste de l'état chimique, des 41 substances. Voilà pour les eaux littorales le résultat qu'on a, avec quelques estuaires, notamment dans le Finistère, qui ont fait l'objet d'analyses précises et qui montrent des problèmes d'état chimique. Quant aux cours d'eau, une campagne d'analyse a été faite sur le territoire du bassin de la Vilaine et des cours d'eau côtiers bretons. 7 cours d'eau sont impactés en matière d'état chimique avec un indice de confiance élevé, donc je rappelle toujours cette notion, et qui sont impactés par des problèmes de pesticides pour la plupart, sauf des problèmes de phénol sur un des cours d'eau. Donc un problème de pesticide qui existe, hein, bien évidemment, et qui est représenté par l'état chimique. Alors, je tiens à signaler quand même que la directive cadre sur l'eau n'est pas très exigeante, c'est peut-être un mot un peu fort, sur la notion de pesticides, sur les pesticides. Philippe, la gardienne me dit 5 minutes. Tout à fait. Donc, j'ai un fusible là. Et est-ce qu'il y a moyen de cliquer sur le CPU là ? J'ai un fusible. Donc, les détails, on ne les verra pas. On va passer directement à la fin de ma présentation. Aujourd'hui, depuis le 1er novembre, nous sommes en révision du schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux. Révision du schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux pour passer sur le deuxième round de discussion pour la période 2016-2021. On est sur le schéma directeur 2010-2015. On commence à travailler sur 2016-2021. Une consultation du public est en cours sur ce sujet-là, une première consultation du public, pour définir ce qu'on appelle dans le langage les questions importantes et le programme de travail. Cette consultation continue jusqu'au 30 avril 2013. La première étape est donc de discuter des questions importantes. Quelles sont les grosses questions qui se posent pour le prochain schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux? Questions qui concernent la qualité, les milieux aquatiques, la quantité d'eau et bien sûr la gouvernance. Je vous invite, et ce sera le mot de la fin pour moi, à répondre en ligne à cette consultation qui permet de vous exprimer sur ce sujet-là et de commencer à amorcer une concertation large dans le domaine de l'eau. Une petite parenthèse, ce serait bien que ce genre de concertation large existe aussi dans d'autres domaines, bien évidemment. Et je vous invite donc à répondre en ligne sur le site prenonssoindel'eau.fr. Et vos réponses seront bien sûr examinées avec grand soin et exploitées pour la mise en œuvre et la réalisation du prochain stage. Je vous remercie.